qu'est-ce qui est important pour vous d'engager quand on parle transformation de territoire? Bonjour Yves, merci de me donner la parole. Bonjour également aux 100 citoyens qui nous écoutent. Euh, J'en viens tout de suite à votre question. Euh, la transformation des territoires, elle n'est pas seulement devant nous. Les territoires sont en train de se transformer, ils se transforment depuis des décennies. Malheureusement, le modèle de développement qui a prévalu ces dernières décennies a façonné des territoires en déséquilibre. Il y a plusieurs forces qui ont œuvré à ça et qui aujourd'hui révèlent des impacts qui ne sont pas tous positifs. Parmi ces forces, d'abord la métropolisation, la concentration de l'activité dans quelques métropoles. Ensuite, la périurbanisation de l'habitat. On a vu se développer des quartiers, des zones aux périphéries des villes où ont prospéré des formes d'habitat qui dépendaient fortement, pour les mobilités en particulier, de la voiture. Ce modèle de développement territorial, il a entraîné une explosion des mobilités, il a entraîné une transformation des modes de vie. Et je crois aujourd'hui, il révèle ces impacts malheureusement souvent négatifs. Et ces impacts, c'est d'abord un déséquilibre croissant entre des territoires qui ont une vocation productive, sur lesquels on rencontre beaucoup d'activités, d'entreprises, d'innovation, et des territoires qui ont une vocation plus exclusivement résidentielle. C'est-à-dire des territoires où, bien sûr, on doit pouvoir trouver des services de santé, d'éducation, mais où, en réalité, il n'y a plus de fonction productive, il y a de moins en moins d'entreprises, il y a de moins en moins d'emplois. Parmi ces impacts, il y en a un autre qui compte beaucoup et dont on n'a pas forcément conscience alors qu'on le voit à l'œuvre tous les jours, c'est que de plus en plus de gens vivent dans une commune et travaillent dans une autre. Si vous regardez 25, 30, 40 ans en arrière, il y avait en gros un Français sur deux qui était dans cette situation. Aujourd'hui, c'est 3 Français sur 4. C'est ce qu'on appelle les navetteurs. Et ça a des conséquences considérables. Ça a des conséquences, bien sûr, écologiques, parce qu'on émet beaucoup plus de CO2. Ça a des conséquences sociales, naturellement, parce qu'on est beaucoup plus prisonnier de sa voiture, beaucoup plus prisonnier d'horaires quotidiens qui sont parfois très fatigants, où il faut non seulement aller au travail, revenir, aller chercher les enfants, aller consommer un peu plus loin, etc. Et puis, ça a des conséquences également sanitaires, on l'a vu dans la pandémie. Plus les gens circulent, plus ils s'exposent. Alors, je ne suis pas en train de dire que la transformation idéale, ce serait que tout le monde soit assigné à résidence et ne bouge plus, pas du tout. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu fou dans le système qui s'est mis en place, avec le concours de tous. Il n'y a pas un responsable de tout ça en particulier. Et transformer aujourd'hui, ça veut dire non plus subir des évolutions, mais les penser, les dessiner et les vouloir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle de développement territorial dont on hérite? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place demain? C'est ça la question de la transformation. Qu'est-ce qui permet de penser qu'on est capable de réussir cette transformation? Comment on retrouve prise sur notre destin collectif? C'est ça la question. Mais oui. Et a fortiori au niveau d'un territoire, d'une région. C'est une question qui est très angoissante, mais pas seulement pour, je dirais, les salariés, etc. Également pour les gens qui font profession de proposer des idées, c'est mon cas. C'est une des questions les plus angoissantes, parce qu'on est soumis à toutes sortes de forces qu'on ne contrôle pas, des forces internationales, des forces liées à la mondialisation, à la mise en concurrence, des espaces qui sont parfois très distants les uns des autres. On a le sentiment que les choses nous échappent. Pourtant, quand on observe les grandes transitions auxquelles on va devoir faire face, on s'aperçoit que les leviers sont parfois justement au plus près des territoires. Prenons la transition écologique, par exemple. La transition écologique pose des problèmes de mobilité, des problèmes de logement, des problèmes de modèle agroalimentaire, des problèmes de consommation, etc., etc. Eh bien, la plupart des leviers qui sont pertinents pour franchir ces défis de la transition écologique, ils sont dans les territoires. Le plan local d'urbanisme, les choix d'urbanisation, les choix ou non d'artificialisation des terres, les plans de mobilité, les possibilités données aux urbains, par exemple, ou à ceux qui vont dans la ville, de pouvoir s'y déplacer en empruntant plusieurs modes de transport qui sont, si possible, pas trop polluants ou pas polluants du tout. Les programmes agricoles territoriaux, tout ça, c'est dans les mains des territoires. Donc, c'est aussi, ces immenses problèmes se gèrent aussi à petite échelle. Et s'ils ne sont pas gérés à petite échelle, eh bien, on ne les résoudra pas. Donc, je crois qu'il faut retrouver confiance dans notre capacité
à faire des choix là où on se trouve, en fonction des environnements dans lesquels on se trouve, qui sont les choix décisifs pour demain. Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de ce temps qui est nécessaire aux transitions et qui vient en contradiction avec l'impatience qu'on a qu'elles soient réalisées? Cette question du conflit temporel a été très présente dans la Convention. Alors, bien sûr, cette question des horizons de temps est particulièrement problématique. Mais ce n'est pas qu'une question de patience ou d'impatience. C'est aussi une question de cohérence entre nos impératifs et nos objectifs. Par exemple, aujourd'hui, nous devons faire face à la fois à un impératif économique, parce que nous traversons une crise économique importante qui risque même de se durcir, et nous devons en même temps faire face à un impératif écologique qui, lui, est un impératif de très long terme. Et là, on a deux horizons de temps. Un horizon très court, qui est celui de la crise économique, où il faut effectivement s'occuper de situations urgentes, difficiles. Je pense notamment aux gens qui ont perdu leur emploi ou qui risquent de le perdre dans les mois qui viennent. Donc ça n'attend pas. Et en même temps, pour résoudre ces problèmes économiques, on risque de faire des choix qui sont contraires à l'horizon de temps long de la transition écologique. On est là dans une contradiction non seulement des horizons de temps, mais des objectifs qu'on poursuit. Comment on fait pour sortir de ce dilemme, si vous voulez? On est dans la position de l'âne de Buridan. Vous savez, l'âne de Buridan, dans la philosophie médiévale, c'est cet âne qui a à la fois extrêmement soif et extrêmement faim, et qui est à égale distance d'un seau d'avoine et d'un seau d'eau. Et plus il s'approche du seau d'eau, plus il s'éloigne de l'avoine, plus il s'approche de l'avoine, plus il s'éloigne de l'eau. Bref, il semble qu'il n'y ait géométriquement parlant aucune solution qui lui permette de survivre. Néanmoins, si l'âne ne bouge pas, on est sûr qu'il meurt. Donc il faut faire mouvement. Comment on résout ces dilemmes? Excusez-moi la longue parabole, mais elle me semble assez parlante. Il faut choisir, je crois, les politiques qui présentent des bénéfices dans les deux domaines. Il y a un certain nombre de politiques qui peuvent réconcilier les horizons de temps. La politique, par exemple, de rénovation énergétique des bâtiments présente cet avantage d'être à la fois bénéfique sur le plan économique. Elle crée des emplois, de l'activité, y compris pour des PME et des petits artisans. Et en même temps, elle produit des bénéfices écologiques de long terme, parce qu'effectivement, des bâtiments mieux isolés sont des bâtiments qui émettent moins de gaz à effet de serre. Il y a une autre difficulté dans votre question, c'est, je dirais, la capacité que nous avons collectivement à avancer sans nous diviser. Si demain nous faisons mouvement vers l'un de ces deux impératifs en oubliant l'autre, eh bien, il y a une partie de la population qui va se braquer contre ce mouvement, justement. Et donc, il est absolument indispensable de pouvoir emmener tout le monde ensemble. C'est pour ça qu'il faut chercher de nouveaux consensus. Et c'est pour ça que les expériences comme celles que nous avons conduites dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat ou celles que vous conduisez en Occitanie, c'est pour ça que ces expériences sont fondamentales. C'est vrai qu'il n'est pas facile de transformer, mais en même temps, la fenêtre d'opportunité de cette transformation, d'aller vers un système économique qui vraiment respecte la nature, qui permet de lutter contre le changement climatique, je crois que la fenêtre d'opportunité, elle n'a jamais été aussi grande. Notamment parce que la prise de conscience est considérable, et pas seulement de certains responsables ou de certaines associations ou mouvements, mais qu'elle est aujourd'hui le fait de toute la population française, mais aussi européenne et très largement mondiale. Alors évidemment, la question centrale est celle de la justice, de plus en plus, en particulier au sein de cette crise, au cœur de cette crise sociale et économique qui suit la crise du Covid, où on voit que les inégalités partout, elles ont une tendance à s'accroître, et parfois de façon incroyablement forte. Donc la justice, elle va être la condition de réussite de cette transformation. En même temps, il y a aussi un élément qui est au fond très lié à cela, qui est le fait qu'il faut que ce soit les citoyens qui soient au cœur de la pensée de cette transformation et de sa mise en œuvre. Je pense que l'information, la participation, la délibération, en mettant le bien commun au centre de ces processus de réflexion collective, c'est la condition pour que cette transformation puisse advenir. Et c'est pour ça que ce processus organisé, lancé par Carole Delga et la région Occitanie
avec une assemblée citoyenne d'un côté et ensuite une votation ouverte à l'ensemble de la population, me paraît faire partie de ces processus qui vont permettre cette transformation et qui en sont, à mon sens, totalement une condition. Il n'y a pas de modèle parfait qui résout l'ensemble des problèmes de la vie politique de notre pays. Il y a plein de contradictions, il y a des choix à faire. Mais recourir au tirage au sort, à ces formes de démocratie participative, ça permet d'abord une discussion plus inclusive, une délibération de plus grande qualité, des jugements très proches de l'intérêt public. On l'a vu dans beaucoup d'expériences en France, mais aussi et surtout internationales. Donc, je pense profondément que continuer à développer des formes plurielles de légitimité démocratique, c'est tout à fait important. On le voit face à l'ampleur de la crise sanitaire et sociale, à l'impasse écologique du modèle actuel, et aussi au manque de confiance de la population dans les institutions qui régissent notre démocratie. Préserver le statu quo, c'est ni réaliste, ni souhaitable. On ne peut pas dire l'avenir, mais s'il y avait une décision à prendre aujourd'hui dont on espère que ceux qui nous suivront dans 60 ou 80 ans exprimeront de la fierté à notre égard, pour vous, ça serait laquelle? Alors, s'il faut se projeter à cet horizon de temps, je dirais qu'il s'agit de réussir une transition écologique juste. C'est le premier de nos devoirs à l'égard de ces générations futures. Parce que c'est la condition pour que le monde reste habitable, reste vivable. C'est non seulement le devoir qui s'impose à leur égard, mais c'est le devoir qui s'imposera à eux à l'égard de leurs descendants. Donc, j'ai en tête, vous savez, cette phrase de je ne sais plus quel psychanalyste qui dit ce que vous avez reçu, vous ne le devez pas à vos parents, vous le rendrez à vos enfants. Et donc, nous avons reçu un monde qui était habitable, nous le devons à nos enfants. Je ne suis pas sûr qu'ils soient fiers de nous pour cette raison-là, mais en tout cas, on échappera à leurs reproches et à l'opprobre si on le fait correctement, ne serait-ce que correctement. Ce serait déjà pas mal. En tant qu'habitant de la région, je tiens vraiment à remercier tous nos concitoyens, tous ceux qui ont participé à cette extraordinaire expérience et accepté la responsabilité qui leur a été confiée. J'espère que nous serons nombreux, très nombreux, à participer à cette votation et à sa traduction dans les politiques de la région qui peuvent marquer un tournant décisif dans la capacité de l'Occitanie à affronter les défis qui nous attendent. Et j'aimerais qu'en face de cette région, un modèle pour l'arrêt de l'artificialisation des terres agricoles, l'arrêt de ce modèle qui étale l'urbanisation partout et qui détruit l'entourage des villes. Donc j'espère que tout cela va nous conduire à vraiment un modèle de développement très différent par rapport à tout ce que nous voyons en France.